Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce live des AS, live présenté par Jean Magallan et Mathias Pieglas. Salut Mathias. Salut Jean-Marc. Alors, bienvenue à vous. Si vous nous regardez sur la réunion Zoom, sur YouTube ou en direct ou en replay, c'est comme vous voulez. Format, on va rien changer pour cette fois-ci. Format habituel, l'actu de la Sécu, l'actu du réseau des AS, le Rex du mois, etc. Et puis surtout 40 minutes d'interview, 40 minutes à peu près, consacré ce soir à quelque chose qui plane depuis un petit moment, dont on parle dans les arcanes fédérales et pas que, le SGS pour système de gestion de la Sécu, avec deux invités qu'on vous présente dans quelques minutes. Vous pourrez, comme d'hab, évidemment, poser vos questions par écrit sur les chats divers et variés, Zoom ou YouTube. Mais avant ça, Mathias, on démarre avec l'actu du réseau des AS. Et ben, raconte où on est notre cher réseau des AS. Ben, le cher réseau des AS, il n'arrête pas de croître puisqu'on a pris 19 AS de plus donc ce mois-ci. On est à 278 AS. Il y a toujours plus de femmes, même si ça reste largement perfectible. En tout cas, ça progresse et c'est très positif. Alors moi, j'oublie d'un mois sur l'autre. Il faut absolument que tu me rappelles comment on fait pour devenir AS. Et ouais, pour être AS, c'est toujours aussi simple, pas besoin d'une AG, on peut le devenir quand on veut, on peut avoir autant d'AS qu'on veut dans une structure fédérale. Et je rappelle quelles sont les structures fédérales qui peuvent avoir des AS, c'est-à-dire toutes les structures fédérales, les clubs, les écoles, les CDVL, les ligues, les commissions, les communautés nationaux, parapente, delta et kite. Enfin, tout le monde, quoi. Voilà. Et donc, il suffit de se faire inscrire sur l'intranet fédéral, ce qui est possible maintenant. Et dès que vous êtes inscrit, vous avez accès à un nouvel en-tête sur votre intranet fédéral avec toutes les ressources du réseau des AS. Et bien sûr, vous n'oubliez pas aussi dans l'intranet de cocher la case pour autoriser le partage de toutes vos coordonnées en interne à la fédération, groupe de travail, commission, comité, animateur sécu. Comme ça, on pourra se parler entre nous dans le réseau. Si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de partager toutes vos données, évidemment. Qu'est-ce qu'on fait de beau dans ce réseau, Mathias? Raconte. Eh ben, ça rediscute de la sempiternelle thématique du crowdfunding versus les autres solutions pour connecter son accélérateur à son aile. Non, pas les crowdfunding. Non, 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 non. La Pas de- prochaine fois, je me pends avec une drisse d'accélérateur. Voilà, c'est ça. Alors, il existe bien sûr, plein d'autres solutions qui sont bien meilleures que les crowdfunding. D'ailleurs, on devrait peut-être les bannir de nos équipements. Voilà. Sinon, plus sérieusement, les AS Delta discutent sur le Discord de la transposition de la SIGRE, donc la stratégie individuelle de gestion des risques, à leur activité, à l'activité Delta. Et peut-être que les AS Kite pourraient en faire autant. C'est un petit appel du pied, voilà, aux AS Kite. Voilà. On va passer maintenant à la deuxième rubrique de ce live, le coin du matos sécu. Aujourd'hui, Jean-Marc, tu nous signales qu'il faut parfois se méfier du matériel neuf. Bah oui, oui, bon, alors, on le savait déjà un peu, hein, mais on a plusieurs cas à remonter récemment de secours neufs qui se révèlent dysfonctionnels. Alors heureusement, ils ne se révèlent pas dysfonctionnels sur un lancer de secours en situation critique, mais souvent en vérifiant le pliage. Donc ça peut être pour des raisons diverses, hein. C'est parfois, par exemple, la suspente d'Apex qui est mal montée et qui vient coiffer le parachute à l'extérieur au lieu d'être à l'intérieur. Donc c'est l'occasion de rappeler qu'il faut toujours déplier et replier un secours neuf, ami parapentiste et deltiste. Il y a deux avantages à ça. Le premier, c'est que ça permet de détecter d'éventuelles failles lors du contrôle de qualité du secours. Et l'autre avantage qu'on rappelle, c'est que les pliages usines très très compacts, ils peuvent ralentir la vitesse d'ouverture. Donc raison de plus pour déplier et replier son parachute de secours, même et surtout s'il est neuf. Merci Jean-Marc. Eh bien, comme ce mois-ci, c'est un mois spécial, ben, c'est toi qui es allé à la pêche aux infos sur le web. Et qu'est-ce que tu as remonté ce mois-ci? Ouais, on a inversé les rôles. Alors oui, alors première ressource, alors pour les parapentistes, c'est celle-là. Un bon article du blog de l'école suisse Assagiri sur les fermetures provoquées en parapente. Éric Laforge, hein, qui est le DTE, le patron de cette école, nous rappelle que quand on ferme une aile ENB, quand on la ferme volontairement, hein, pour une fermeture asymétrique, il est très très probable que ça tourne non pas du côté fermé, mais du côté ouvert.
Et du coup, évidemment, c'est pas une bonne idée du tout de se précipiter comme le chien de Pavlov sous la partie ouverte dès que ça a fermé. C'est du surpilotage. Donc, apprenez à connaître votre aile ENB en faisant des fermetures asymétriques volontaires. Mhm. Merci. Une deuxième ressource issue cette fois-ci du réseau des AS. Ouais, bah oui, bah c'est cool qu'il y ait des ressources qui émergent de ce réseau parce qu'il s'y passe plein de choses. Donc la ressource qu'on a choisie, c'est juste un petit doc disponible en ligne qui est un référentiel des différentes actions sécu qui peuvent être portées par des clubs ou des ligues ou des CDVL éventuellement. Alors il y a à peu près une trentaine d'actions qui sont classées par grand thème. Il y a des actions autour des dispositifs de simulation, les tyroliennes, les simulations d'abrissage, d'amérissage. Il y a des actions autour de l'aide à la progression et à la formation, l'accompagnement du passage de brevet, etc., etc. Il y a aussi des actions autour bien sûr, des dispositifs de retour d'expérience. Bon, bref, je ne vais pas toutes les détailler. C'est classé en grande famille, c'est très visuel. Quand vous cliquez sur une action, il y a un lien vers un exemple de cette action. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce doc. Et si vous êtes à l'aise, peut-être ça vous donnera des idées pour organiser des actions sécu dans votre structure, que ce soit club CDVL ou autre. Voilà, super complet en tout cas, et puis ça a vocation à être complété au cours du temps par les AS eux-mêmes, et donc bien sûr, c'est Ouais, complètement, ouais. très riche, hein. Troisième ressource et dernière ressource, on va parler philo. Oui, oui, mais oui, Mathias, oh là là, quelle transition! Donc oui, 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 donc c'est une petite chronique philosophique sur France Inter, signalée par Dominique Lestan, voilà, qu'on resalue, qui nous propose régulièrement des ressources. N'hésitez pas à faire comme lui d'ailleurs. Et donc, cette chronique qui dure 4 minutes, la question posée au chroniqueur, c'est quelle est la différence entre le sens du risque et l'amour du risque? Bon, alors donc je vous en dis pas plus, juste peut-être un petit bout pour vous mettre l'eau à la bouche. Si vous jouez à la roulette russe, vous devez avoir l'amour du risque. Si vous êtes un marin qui prépare son bateau pour le vent des globes, eh ben, ce qu'il vous faut développer, c'est un sens du risque pour anticiper, gérer les multiples risques, prévoir que risquez de rencontrer. Voilà, petite chronique qui mange pas de pain et qui est assez inspirante pour nos activités, y compris sur amour et sens du risque. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces ressources sur le Scoopit de Sécu Parapente, et bien on va passer maintenant au plat de résistance de ce live, pour reprendre le terme de Jean-Marc. Et ce soir, on va parler d'un dispositif en cours de mise en place à la Fédé et qui commence à faire couler pas mal d'encre. C'est le système de gestion de la sécurité SGS. On en a parlé dans le dernier numéro, le numéro 122 du magazine fédéral Vol Passion et lors du dernier congrès FFVL en novembre dernier, ainsi qu'à la dernière AG de la Fédé. Pour nous y initier, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous deux acteurs majeurs de ce dispositif naissant, Jean-Louis Debier et Jean-Marc Galland. Bonjour à tous les deux. Eh bien, bonjour à vous, bonjour, je suis très heureux d'être ici ce soir. Bonjour, j'ai changé de casquette, je suis un invité, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Ouais, c'était la surprise du jour. On est ravis de vous avoir avec nous ce soir. Jean-Louis, on va commencer par toi. Tu es pilote de Delta et de parapente, ancien responsable de sécurité à la SNCF. Depuis longtemps, tu navigues dans les arcanes fédérales et tu es avec nous ce soir parce que c'est le président de la fédération, Jean-Louis Coste, qui t'a nommé pilote du groupe chargé de la mise en place du SGS, du système de gestion de la sécurité, dont on va parler dans un instant. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui, si, c'est parfait. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Je le répète, et le SGS, c'est un sujet qui m'a intéressé dans ma carrière et qui m'intéresse toujours. Et un projet, c'est toujours quelque chose d'intéressant au service des licenciés et parce qu'on a un vrai sujet. Excellent. Jean-Marc, on ne te présente plus ici, mais s'il le fallait, ben, tu es pilote de parapente, moniteur fédéral, ex-président de la CTS et surtout auteur de Gérer les risques en parapente, que moi, je vous conseille évidemment la lecture. Et pour commencer cette interview, on a voulu aller demander à Fabrice Levoyer, que vous connaissez, qu'on a déjà reçu dans ce live, moniteur de parapente et pilote de ligne à Air France, et surtout, ça a été l'initiateur du système de gestion de la sécurité, d'où venait donc cette idée secrète de système de gestion de la sécurité. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Ce qu'il faut dire, c'est que Fabrice ne pouvait pas
être avec nous ce soir, donc il nous a préenregistré une petite intro. Le SGS apparaît dans les compagnies aériennes assez vite, il apparaît dans l'industrie aéronautique, il apparaît dans le spatial, il va apparaître aussi dans les réacteurs nucléaires, dans la chimie, dans toutes les disciplines, les industries où quelque part l'échec, l'erreur a des conséquences tellement dramatiques si les choses se passent mal que c'est juste pas acceptable. Et c'est un principe fondamental du SGS. Le SGS, c'est les conséquences de l'erreur. L'erreur, ça arrive, c'est humain, mais par contre, les conséquences d'une erreur ne sont pas acceptées. Donc il faut faire tout doit être fait pour que jamais une erreur ou des erreurs n'aillent propager leurs conséquences jusqu'à un incident, un accident majeur. On ne peut pas parler de situations où ça n'a pas marché, hein, Tchernobyl, ou alors les explosions de la navette spatiale aux États-Unis. Évidemment, l'aéronautique, il y a eu des crashs d'avions, mais ce qui était avant quelque chose qui arrivait a été décrété dans les SGS à venir, les systèmes globaux de sécurité qui ont été mis en place partout dans ces industries, comme quelque chose qui ne devait plus arriver. C'est intéressant de voir qu'en 2023, il y a eu un accident majeur d'avion mortel sur toute la planète. Alors en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais dans tout ce qui est répertorié et référencé à un certain stade, on va dire, d'aviation commerciale, il n'y en a qu'un. Autant vous dire, c'est zéro, c'est minime. Tout ça est le fruit de ces SGS. Évidemment, les réacteurs nucléaires, il n'y en a pas souvent et c'est bien tant mieux. Dans lesquels, donc, ces SGS, des structures, des groupes, EDF, les compagnies aériennes, la NASA, pour ce que j'en connais, vont décider que certains principes sont intangibles, non négociables. Les décisions sont prises par des pôles d'experts qui sont en charge de la sécurité, par délégation de l'organisme qui dirige, le directeur de la NASA, le directeur d'Air France, le directeur d'EDF. Ces gens-là sont en charge de la sécurité. Comme il y a un comptable, un trésorier, un directeur financier qui est en charge de l'argent, eh bien, il y en a un qui est en charge de la sécurité. Et il va travailler avec une équipe de manière transversale, c'est-à-dire qu'il interroge tout le monde. Il veut tout savoir. Il veut savoir tout ce qui se passe à tous les niveaux et il va travailler avec tous les gens à tous les niveaux. Parce que tout impacte la sécurité. La formation, évidemment. Le matériel, évidemment. Tous les périphériques, les sous-traitants. L'argent, les moyens qu'on veut mettre. Le principe de base, c'est zéro défaut. C'est zéro décès. Zéro décès, c'est un objectif non négociable. Alors évidemment, certains disent, mais c'est inatteignable. Sur le principe, c'est comme une tangente, ça touche jamais. Mais oui, c'est inatteignable dans la réalité. C'est peut-être comme ça qu'il faut le projeter. Mais en pratique, tout doit être fait pour qu'on arrive à cet objectif, même si on sait qu'on ne l'atteindra peut-être pas. Tout doit être fait. Accepter qu'il en soit autrement, c'est déjà baisser les bras. De toute façon, dans notre sport, dans nos sports, un décès aujourd'hui, c'est devenu socialement inacceptable. Personne n'accepte de décéder en allant faire un baptême de delta, parapente, initiation kitesurf. C'est inenvisageable. Quand je prends mon parapente, mon delta, mon boomerang pour aller tout simplement me faire plaisir en loisir, j'y vais pas pour une conséquence aussi dramatique. Donc c'est inacceptable aussi pour moi. Bref, tout ça pour dire le zéro décès est une attitude qui aujourd'hui est indispensable. Et d'ailleurs, au niveau des assurances, au niveau des autorités, de l'État, on ne peut pas envisager non plus que ce soit supporté, que éventuellement une pratique soit
potentiellement génératrice d'accidents mortels. Et les assurances, elles en savent quelque chose. C'est connu. Deuxième point, l'attitude qui va avec un SGS, c'est une attitude proactive. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets tout en œuvre pour obtenir cet objectif. Et c'est ça dont sans doute vous allez reparler. Et voilà, donc cette petite vidéo, ben voilà, le SGS a été expliqué par Fabrice, et bien en détail, en pratique. Jean-Louis et Jean-Marc, ça va fonctionner comment, ce SGS? Jean-Louis, tu veux Jean-Louis, commencer oui, peut-être? ouais, Le EGS, ce EGS, ça va fonctionner comment? Nous avons commencé par construire une organisation pour pouvoir mettre en œuvre ce SGS. Elle est composée d'un pôle pilotage, d'un pôle analyse, d'un pôle déploiement et d'un pôle communication. Le pôle analyse, c'est, devinez qui le pilote? C'est notre ami Jean-Marc. Jean-Marc, tu vas en parler 2 minutes? Oui, 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 alors donc très très rapidement, le pôle analyse, pardon, son boulot, c'est de chercher, c'est d'analyser ce qui se passe dans la communauté, dans l'ensemble de la communauté en termes de sécu. Alors, ça regarde les accidents, mais pas que, ça regarde les choses qui se passent bien, et le rôle premier du pôle analyse, c'est de déterminer régulièrement, mettons une fois par an, les quelques axes prioritaires, alors pas 15, hein, peut-être 3, 4, qu'il faut améliorer en termes de sécu à la FFL. Donc ça, c'est la première fonction du pôle analyse, faire cette analyse de l'existant, l'ensemble de la pratique, l'ensemble des pratiques de la communauté. Qu'est-ce qui se passe en termes de sécu? Aussi un rôle de veille, aller voir ce qui se fait ailleurs pour s'inspirer et en sortir de ça des priorités d'action. merci Jean-Marc. Euh, Jean-Louis, tu veux peut-être embrayer sur les autres pôles? Oui, tout à fait, merci. Ensuite, on a un pôle déploiement qui est chargé de mettre en œuvre ces grandes orientations, soit par des projets, soit par des actions concrètes, euh, et un pôle de communication qui est chargé de communiquer sur tout ce qui va se passer, d'ouvrir les portes pour faire appréhender à nos licenciés l'ensemble des problématiques et des actions concrètes qu'on veut mener. Et enfin, le pôle pilotage que j'ai la charge de coordonner. Alors, le pôle déploiement, c'est Fabrice, l'initiateur du SGS, qui le prend en charge. Et ensuite, le pôle pilotage, je le prends en charge. Et on se coordonne entre ces pôles pour travailler en relation avec la fédération, comme l'a très bien dit Fabrice tout à l'heure. Si je vais dire encore une chose, c'est on a la charge de créer un SGS qui va être complètement adapté à la fédération. Évidemment, on n'aura pas un SGS du type industriel, on aura un SGS qu'on a à charge d'adapter. C'est le travail qu'on est en train de mener actuellement avec l'équipe. Mhm. Et alors, bah, Ouais. Et à ce titre-là, si je peux me permettre, j'ai oublié une chose très importante, le réseau des AS est complètement structurant pour nous. oui, justement, on va en reparler dans un second temps dans cette discussion. Mais alors, le SGS, pour vous deux, là, à votre avis, ça a quelle efficacité? Pourquoi vous croyez au SGS? Et faites-nous un peu croire à ce système de gestion de la sécurité. Je vais vous raconter une histoire, la mienne. Quand j'ai pris le projet du SGS en charge, le SGS en charge, je me suis dit, tiens, mais pourquoi on fait de la sécurité? Je suis complètement adhérent à ça, etc. Et ensuite, j'ai commencé à me poser, à travailler sur le sujet. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, on pensait sécurité, mais qu'entre penser sécurité et être proactif en sécurité, avoir des actions, y penser en permanence et des objectifs, il y a une grande différence. Tout le monde dans la fédération pense sécurité, c'est ce que tout le monde nous a dit. On l'a vu dans le cadre des budgets dernièrement, mais de là à le traduire en actions concrètes et d'être déterminé et que ces actions soient orientées toutes dans le même sens pour qu'on ait de l'efficacité, il y a un grand chemin à parcourir. C'est ce chemin-là qu'on doit parcourir avec vous, ensemble. Alors que je comprenne bien, qu'on comprenne bien, et je te laisserai répondre à la question, Jean-Marc aussi, mais ça veut dire que globalement, dans le fonctionnement fédéral, on fait déjà plein de choses. Il y a plein de choses qui existent. Pourquoi les choses qui existaient ne sont pas tout à fait celles qu'on devrait mettre en place? Et pourquoi finalement le SGS c'est plus efficace que ce qui existe? Alors, bon, déjà dire c'est plus efficace que ce qui existe,
On l'espère, mais pour le moment, le système se met en place et ça va dépendre de l'adhésion de l'ensemble de la communauté pour voir si c'est plus efficace. Pourquoi sur le papier c'est plus efficace? Parce que ça a démontré son efficacité dans d'autres domaines, comme l'a dit Fabrice, et parce que surtout, ce qui nous a beaucoup handicapé à la Fédé sur ces questions de sécu, c'est qu'elles étaient traitées en silo, en fait, dans des endroits bien identifiés. Ça peut être la commission technique et sécurité, que j'ai présidée pendant des années. C'est pas que là, la commission formation s'occupe aussi beaucoup de sécurité, mais c'est vraiment des silos, des précarés où on s'occupe de la sécu, mais il n'y a pas de diffusion suffisamment efficace de ce qui se fait dans ces silos dans l'ensemble de la communauté et l'ensemble des acteurs fédéraux. Le SGS, c'est un outil qui permet ça, qui démultiplie l'efficacité des actions sécu parce que c'est plus un petit groupe de gens qui les pensent dans un coin, mais c'est l'ensemble de la communauté qui les façonne. Moi, Et c'est comme ça que j'espère le SGS futur, en tout cas. si je comprends bien, en fait, l'idée, c'est par cette démultiplication, c'est à la fois de rajouter de la richesse aux idées qui sont produites dans chacun des silos, entre guillemets, et en même temps pouvoir partager efficacement ces informations entre l'ensemble des pratiquants de cette manière-là. J'ai bien compris. Oui, Oui, c'est si je peux me permettre, c'est à la fois c'est un système collectif où on partage l'information, on partage aussi les actions, on les oriente pour qu'elles deviennent efficaces parce que tous ensemble, on a les mêmes actions au service des pratiquants. On n'est pas dispersés, chacun dans sa boîte, chacun dans son club, parce que quand on parle de silo, un club peut être un silo. S'organiser, avoir une dynamique de travail, d'action, c'est ça qui fera l'effort, qui fera l'efficacité, pardon. Et la sécurité, c'est très ingrat à la limite, parce que une action toute seule dans son coin, elle va rien apporter. Il faut vraiment avoir un maximum d'actions ensemble, coordonnées pour être efficace. D'accord, super. ouais, et des actions sur des priorités. C'est l'autre point important du SGS, parce que des actions sécu, on en fait depuis des années, et certaines sont intéressantes. Mais on n'a jamais eu, en tout cas, cette façon de raisonner, de dire, mais en fait, où mettre nos forces de façon prioritaire? C'est quoi les trois, quatre priorités sur lesquelles il faut mettre le paquet? Euh, voilà, c'est ce qu'apporte le SGS. Et une dernière chose qu'apporte le SGS, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est pas juste des histoires de changer l'organisation, c'est aussi des histoires de moyens. Bien sûr que les moyens financiers et humains alloués à la Sécu ont vocation, en tout cas c'est ce qu'on poussera, à augmenter de façon considérable à la Fédé par rapport à l'existant et au système d'avant. Justement, Jean-Marc, peut-être que tu peux revenir peut-être sur qu'est-ce que ça a changé au niveau des moyens. Enfin, sur un exemple peut-être, voilà, on imagine que la priorité sécu, c'est, je sais pas, l'oubli d'attache, par exemple. Euh, qu'est-ce que pourrait faire le SGS justement pour promouvoir le déploiement d'actions en faveur de la limitation de l'oubli d'attache? Eh ben, on va peut-être prendre un autre exemple. On va prendre, Voilà. imaginons qu'une priorité, alors qui n'est pas complètement au hasard, c'est le non lancer de parachute de secours, le non recours au parachute de secours. On sait que c'est un enjeu de sécu plus important. Donc, à partir du moment où c'est identifié par le pôle analyse comme une priorité, eh ben, comment on met ça en action? Comment on fait que les pilotes s'approprient leur parachute de secours et, in fine, le lancent beaucoup plus souvent quand ils en ont besoin? Eh ben, il faut aller toucher différents acteurs. Il faut aller voir du côté des structures qui organisent des tyroliennes. Il faut susciter la création d'autres tyroliennes. Il faut aller voir dans les écoles pour dire, bah, attention, comment on éduque les pilotes au début de leur progression à l'usage du secours. Il faut aller voir, il faut taper sur l'épaule des constructeurs de sellettes en disant, bon, mais vous êtes sûr que là, vos sellettes avec la poignée de secours qui est collée, là, c'est un petit jonc collé. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée vu notre priorité de non lancer de secours? Donc, voilà, sur un exemple comme ça, on voit bien que sur une priorité donnée, il va y avoir une combinaison d'acteurs sur lesquels on va taper sur l'épaule et de dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour répondre à cette priorité-là? On y va tous ensemble et on sait déjà que dès l'année prochaine, dans les budgets, on aura fléché des actions qui seront prioritaires et cet argent pour les mener sera là.
Ok, très bien. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur le... tu as parlé de quatre pôles en fait, hein, et il y a un pôle dont tu as très peu parlé, Jean-Louis, dont tu as la responsabilité, c'est le pôle pilotage. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce que c'est que ce pôle et en quoi il est important pour le système en lui-même? Le pôle pilotage, alors je vais commencer par de qui il est composé, parce que ça nous donnera le quoi ensuite, hein. Il est composé des responsables, des pilotes des pôles déploiement et du pilote du pôle analyse et du communicant, plus un représentant des activités. L'objectif de ce pôle pilotage, c'est de coordonner l'ensemble du système de manière à organiser ses priorités et à retourner vers la fédération, à animer l'ensemble du système. C'est ça l'objectif du pôle pilotage que nous avons. Et surtout, pour terminer, à mettre en place une communication efficace à destination des licenciés et de toutes les structures. D'accord, ok, super. Donc en fait, c'est un rôle de facilitation, c'est-à-dire que tu vas organiser le fait que le SGS puisse vivre dans la fédération, quoi. Oui, parce que l'ironie du système, ce serait que le SGS devienne, que chaque pôle du SGS devienne un silo. Donc, pour empêcher ça, l'obligation qu'on a, c'est de se coordonner nous-mêmes et puis de coordonner l'ensemble du système de la fédération avec l'ensemble des autres organisations, des autres entités de la fédération. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a... Juste, Mathias, je vois une question sur le chat de YouTube d'un certain Train-Train. Bonjour, bonsoir Train-Train. Qui demande comment vont être choisis les axes. Donc, je pense que il évoque les priorités, les quelques priorités sécu annuelles déterminées en premier par le pôle analyse. Bah alors, comment vont être choisis les axes? Typiquement, ils vont être choisis sur des données, sur l'analyse de données et pas sur nos impressions comme ça, notre connaissance de l'activité, les discussions de barres de latéraux. Ça, ben voilà, on l'a beaucoup fait. Et je bats ma coulpe moi-même. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi de changer de méthode là-dessus et d'avoir une analyse comparative, solide, statistique, de chiffrer des données issues de la communauté, de les comparer avec d'autres communautés, avec d'autres fédérations dans d'autres pays. Et c'est de ça qu'on tire les axes prioritaires. Oui, Et une fois qu'on a tiré ces axes prioritaires, on mène des actions, c'est soit des projets, soit des actions concrètes à destination des clubs, à destination du réseau des AS qui va s'aligner, parce que lui-même d'ailleurs remonte aussi des informations. Et puis une fois qu'on a fait ça, en fin d'année ou en début d'année suivante, on vérifie que tout a bien marché ou voir ce qui n'a pas marché et on se recadre. d'accord, merci Oui, beaucoup. alors ça, c'est l'autre truc important. Excuse-moi, Mathias, je boucle la boucle. C'est que, voilà, il y a des priorités, elles sont transformées en actions. Ben, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'il faut qu'on évalue, évidemment, le résultat de ces actions. Et ça, une fois de plus, c'était quelque chose aussi qui était un petit peu insuffisant dans le système peu précédent. On évalue, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et on repart pour un autre cycle. Quelles sont les nouvelles priorités, actions, évaluation, et ainsi de suite. C'est un espèce d'accélérateur de particules de la Sécu. En tout cas, voilà, c'est comme ça que fonctionne en général les AGS, et c'est de cette façon-là qu'on a décidé de les adapter à la FFVL. On va essayer de ne pas faire trop de collisions de particules, par contre, c'est pas bon pour les... comme ça. En tout cas, merci beaucoup. Et donc, justement, Jean-Louis, tu parlais de la place du réseau des ALS dans tout cela. Qu'est-ce que ça va être son rôle? Euh, voilà, je te laisse répondre à cette question. Déjà dire qu'on a de la chance à la FFVL, parce qu'effectivement, on a un réseau préexistant qui ne demande qu'à fonctionner, qui demande qu'à exister encore plus, qu'à être mis en avant encore plus, les animateurs sécurité, qui demandent à être déployés sur l'ensemble des disciplines de la fédération. Et ce réseau, il a complètement sa place. C'est un levier important pour mener à bien les actions, pour remonter les informations, pour chercher des données particulières. Et donc, on l'utilise, on va l'utiliser. Et notre première priorité, c'est de nous connecter à vous. Parce que vous avez un paquet de choses qui nous intéressent et quand je dis nous, c'est collectivement la fédération, donc vous inclus. Ok, très bien. Et Jean-Marc, tu veux rajouter quelque chose peut-être sur le rôle du réseau?
Ouais, ben non, oui, il est complètement central, bien sûr, parce que le EGS, avec juste les structures de l'épaule, ben, il fera rien du tout, c'est clair. Donc, les RS ont un rôle central, le réseau actuel et le réseau futur, qui a vocation à être considérablement augmenté quantitativement. Là, on en est à peu près à une petite moitié des clubs qui ont des AS. Ben voilà, il faut faire mieux que ça. Et il faut surtout, on le dit depuis longtemps, hein, Mathias, tu le dis depuis longtemps, que d'autres structures fédérales, l'IX et DVL, est un AS. Et d'ailleurs, le tout premier projet un peu expérimental porté par le SGS, c'est un projet qui s'appelle Une structure, un AS et un temps sécurité, donc ça c'est autre chose. Mais en tout cas, une structure un AS, c'est de faire que chaque structure fédérale, que ce soit club, mais aussi CDVL, ligue et école pro, soit dotée d'un AS. Donc il s'agit d'enrichir aussi considérablement ce réseau pour mieux travailler avec lui. On enrichit le réseau, on le déploie partout sur le territoire de la fédération et on a un premier projet. Le dernier point, c'est un temps sécurité. Et je peux vous annoncer que partout dans les structures de la fédération, je sors d'une réunion de bureau directeur, on a fait notre temps sécurité. Sébastien a brillamment animé le temps sécurité de l'AG de la fédération. C'est tout le sujet qui est devant nous. Parlons sécurité, agissons en matière de sécurité, soyons proactifs. Excellent. Il y a une question de Laurent Laval dans le chat de la réunion Zoom. C'est comment seront composés les différents pôles? Et est-ce qu'on peut imaginer, je rajoute une partie de question, est-ce qu'on peut imaginer que le réseau des AS, justement, soit présent dans l'ensemble des pôles du SGS? C'est une bonne question à laquelle on n'a pas encore répondu. Mais de toute façon, qu'il soit présent physiquement ou autrement, la résonance du réseau des AS sera partout. Elle est d'office dans la partie déploiement de Fabrice, elle est d'office dans la partie analyse, elle est dans le pilotage probablement, à voir comment on le structure, on l'organise. C'est des questions qui sont devant nous, vous l'avez compris, le SGS se construit. Mhm. Très bien. Je vais vous poser une question un petit peu là. Qu'est-ce que vous voyez là? On est à quelques mois du début de cette aventure. Mais qu'est-ce que vous voyez comme frein au niveau fédéral, mais aussi au niveau plus individuel et au niveau aussi des petites structures, la plus petite partie des structures, des clubs, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait voir s'il y a des freins ou il y a des facilitations justement? Comment vous voyez un peu le déploiement de ce système? Alors, si vous voulez, je peux vous raconter mes trois premiers mois de vie du SGS à la fédération. Mes trois premiers mois de vie de SGS à la fédération, c'est ouvrir des portes. Et ouvrir des portes, ça veut dire quoi? C'est un peu dérangé parce qu'on a des habitudes de fonctionnement silo, on en a parlé tout de suite. Et bien, quand on vient ouvrir une porte, il faut être plus collaboratif, il faut sortir de son silo et ça nécessite de faire des virages pour arriver à mieux travailler ensemble. Ça, c'est le premier sujet, c'est un changement de culture et un changement de manière de fonctionner. C'est le premier sujet qui est devant nous et on sent qu'on dérange et en même temps, on sent qu'il y a une dynamique et qu'il y a un intérêt à faire. Donc, soyons positifs, coordonnons-nous, c'est comme ça qu'on gagnera. Excellent. Juste, Mathias, en même temps, j'ai un œil sur les questions YouTube. Il y a une question. Ce futur réseau, donc j'imagine qu'on parle du SGS, ira-t-il chercher des infos, expériences dans d'autres pratiques, par exemple la FFP? Eh ben, je formule la question et j'y réponds directement tout de suite. Oui, oui, clairement, c'est une des fonctions du pôle d'analyse, c'est vraiment d'aller faire de la veille de ce qui se fait ailleurs, dans d'autres fédérations internationales de vol libre, mais aussi dans d'autres disciplines, pour en tirer le meilleur, ou en tout cas en tirer des idées, des actions, des outils qui sont pertinents en rapport avec les priorités qu'on aura déterminées pour notre communauté, pour la Fédé. Pareil, je vais prendre un exemple. Depuis le début aussi du travail sur le SGS existe déjà. Et je prends un autre exemple. On a discuté budget en début d'année, comme tous les ans. Et bien, notre ami Jean-Pierre Goris, je crois qu'il est présent ce soir, je lui ai posé la question, mais au fait, as-tu de l'argent pour améliorer la sécurité sur les sites? Eh bien, il a fléché de l'argent pour améliorer la sécurité sur les sites de pratique. Et je trouve que c'est génial parce qu'il a réagi tout de suite positivement et je voulais le citer.
Super, merci beaucoup. Et je prends une dernière question dans le chat avant de reprendre le cours de cette interview. Il y a, je ne sais pas qui d'ailleurs, dans le chat avec un numéro de téléphone bizarre. Quel délai pour que le SGS soit opérationnel, à votre avis? Et Jean-Louis il vient de répondre. Il est en train de se mettre en route. Il est déjà opérationnel. Il y a eu des premières actions. On en a parlé, hein, une structure Oui, une AS. Mais alors pour qu'il soit pleinement, pour qu'il voilà, tourne pleinement à plat régime, la je sais question. pas. Je fais pas de pari, mais c'est de l'ordre de quelques mois, je pense. Jean-Louis, qu'en penses-tu? Le plus vite possible pour nous vous protéger, le plus vite possible, c'est quelques mois, effectivement, je pense. Une nouvelle Olympiade commence bientôt à la FPVL et cette nouvelle Olympiade va être structurante puisque c'est le projet du futur président potentiel, en tout cas. D'accord. Donc, on va passer à une dernière question, peut-être, qui est aussi intéressante et qui va demander beaucoup de développement, j'imagine. C'est qu'est-ce que ça va changer pour nous, les pilotes? Qu'est-ce que le SGS va changer? Vous prenez la Bah oui, parole. évidemment, j'imagine que c'est la question que tout le monde se pose. Ça fait voilà 30 minutes, non pas 30 minutes, mais voilà, qu'on est en train de d'écrire un système. Dit, mais en fait, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut bien changer pour nous dans les clubs, pour les AS, pour les présidents de clubs, pour les pilotes. Euh, alors, pas de grosse coupe ce soir, hein, sans anticiper les priorités déterminées par le pôle analyse. Ça fait quand même un moment qu'on a compris pourquoi on a cette accidentalité, pourquoi elle est si élevée, en particulier dans les activités volantes. Et une des pistes qu'on a identifiées depuis très longtemps pour l'améliorer, c'est que c'est l'absence finalement ou l'insuffisance, on va dire, de formation initiale, de formation continue et peut-être la dernière chose, l'extraordinaire solitude de l'ensemble des pilotes quand il s'agit d'organiser leur progression parce que c'est complexe, il y a plein de façons différentes de progresser. Donc, il est très, très probable, mais on s'engage à rien, mais il est très, très probable que dans les priorités, dans l'esprit des priorités du AGS, ce futur, ça va être de fournir aux pilotes plus de cadres, plus de possibilités pour se former, progresser, personnaliser leur progression. Donc moi, je crois, à titre perso, du coup, là, dans cette intensification du cadre, des cadres. C'est une intensification du cadre sans contrainte, mais avec une volonté de se former, d'être positif. C'est nous pilotes, nous avons besoin tout au long de notre vie de pilote de nous former, de nous recycler. Moi, si je prends le Delta que j'ai pratique depuis 1978, je vois bien les évolutions et je vois bien la nécessité de me former et de modifier mes comportements. C'est exactement la même chose pour tous les pilotes. Et c'est la même chose dans notre vie en général. Et puis, le deuxième sujet qui va avec, c'est que si on parle sécurité, qu'on a effectivement un AS dans les structures, qu'on a des temps sécurité, qu'on prend soin, qu'on réagit, qu'on est proactif dans l'ensemble de nos structures, bah, tous ensemble, on va faire progresser nos pilotes. Parce que parler de sécurité, avoir des actions ensemble pour se protéger, c'est progresser. Très bien. Ouais, Ouais, je pense que, Mathias, si je peux rebondir et là-dessus, c'est aussi un autre axe super important de progression, c'est l'organisation du collectif, quel que soit le collectif, hein. Ça peut être une école, ça peut être un club, ça peut être un groupe de potes qui veulent ensemble. Mais voilà, c'est cette organisation du collectif avec cet esprit d'être vraiment proactif sur les questions de sécu pour ces collectifs. Et ça va dans le même sens de ne pas laisser les pilotes seuls, quoi, en fait. ouais, c'est-à-dire qu'on, si je comprends bien, on passerait d'un sport individuel, pratiqué individuellement, en tout cas possibilité de pratiquer individuellement, à un sport individuel pratiqué en collectif, quoi. Si je, si je te suis là-dessus. J'aime bien la formule, mais on est d'accord là-dessus depuis longtemps. Mais oui, 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 je pense que c'est une des pistes, clairement, hein. Un cadre individuel dans le collectif. Alors, il y a une question dans le chat Zoom de Jean-François qui demande est-ce que vous avez imaginé des protocoles pour faire la remontée d'informations quand les pilotes remarquent des dysfonctionnements ou des choses à faire remonter, quoi, pour la communauté? Même si c'est pas la priorité de l'année en question, hein, puisque c'était la question complète.
Oui, alors c'est vraiment dans le fonctionnement du système. Du coup, alors de protocoles, non, on les a pas gravés dans le marbre. Il y a déjà des dispositifs qui existent et qui sont opérationnels, mais pas depuis si longtemps. Et je pense évidemment au réseau des AS et à son Discord, où c'est vraiment une source de remontée d'infos qui est considérable. Et on a et régulièrement à tous les lives, dont celui-là, l'histoire des parachutes de secours neufs avec que des défauts, ça vient de là en fait, hein. C'est de la remontée d'infos qui vient de ce réseau des AS. Ok, On a effectivement à construire ces protocoles ou processus de remontée d'infos, mais effectivement, on a la chance d'avoir le réseau qui fonctionne déjà et qu'on peut structurer. Je crois que vous avez un domaine qui est structuration du réseau des AS. Ben, on est pile dedans là. hmm. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc là ça vient à ma question suivante, c'est comment est-ce qu'on va structurer justement les actions, les projets, etc. Comment les gens qui vont répondre à des projets par rapport à des priorités qui ont été mises, comment ils vont se structurer, comment ils vont s'organiser? Est-ce on a pensé ça un peu ou pas encore? Tout à fait. On est au début de ce sujet. Si on raisonne sur la structuration par projet, par exemple, ben, on a un cahier des charges, on définit un cahier des charges, on fait un appel d'offres, on regarde la réponse à l'appel d'offres. C'est un peu conceptuel ce que je dis, mais et Quand, ensuite on s'organise. quand tu dis on, c'est qui? C'est Ah, un peu précis de rentrer un peu dans le détail de oui, comment on imagine le fonctionnement d'un système de ce type. à partir du moment où on a défini des priorités, qu'on les transforme en projet, il y a, le pôle déploiement est chargé de faire cette partie-là. Donc c'est Fabrice qui est chargé de piloter cette partie-là et qui fait ce que je viens de dire, un appel à lui et son équipe. Hein, quand j'ai dit Fabrice, c'est lui et son équipe qui fait un appel à projet, etc. Donc il y a une personne ressource chargée de ça avec une équipe derrière, dans laquelle il y aura quasi certainement des AS dans l'équipe, hein. Sébastien Richard fait d'ores et déjà partie de l'équipe en étant le chef du projet. Un AS, une structure, un AS, un temps sécurité. Et il l'a écrit, je crois, c'est beaucoup de boulot. Et on l'en remercie. Et oui, on le Ouais, remet. je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un projet à l'autre, évidemment, les acteurs qui vont s'emparer de ce projet vont être trop différents et les fonctionnements de structuration du projet, hein, c'est un peu abstrait tout ça, mais vont être différents d'un projet à l'autre. Si je prends un exemple absurde, si une des priorités pointées par le point d'analyse, c'est il faut supprimer les voiles rouges, il va falloir peut-être faire un appel d'offres en disant, ben voilà, la fédération met 50 000 euros pour des projets. Envoyez-nous votre projet pour supprimer les voiles rouges. Donc ça, c'est un appel à proposition, un appel à projet. Et ensuite, bah, la fédération pourra peut-être aller voir les constructeurs, la PMA, leur dire ah, écoutez, on a un problème avec les voiles rouges, qu'est-ce que vous pourriez faire? Hein. Donc là, c'est une autre façon, eux, d'agir sur une priorité. Donc évidemment, à chaque fois, d'un projet à l'autre, d'une priorité à l'autre, là, le fonctionnement, l'articulation de comment ça va marcher va être différente, mais on est dans une phase complètement expérimentale, hein. Il faut Oui. être Est-ce qu'on peut imaginer transparent là-dessus. Oui, un autre type de projet, on en aura certainement, enfin même impérativement, des projets sur la formation. Donc, sur un certain nombre de domaines de la formation, on va entrer dans quelque part un changement, on entre dans un changement de culture, une rénovation ou une évolution de la formation. Il est évident qu'on aura des projets, des projets, des appels à projets, et que l'ensemble des professionnels de la formation seront concernés. Mhm. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, qu'il y ait des appels blancs, des appels, enfin des appels, on peut répondre à des appels blancs comme ça se passe, par exemple, à l'Agence nationale pour la recherche, c'est-à-dire des projets qui sont lancés hors axe prioritaire. Est-ce que ça, c'est envisageable, en tout cas étudiable par le pôle analyse, par exemple, pour dire, bah voilà, ok, c'est hors axe prioritaire, mais ça vaut le coup qu'on penche parce qu'il y a des gens qui ont envie de travailler dessus, ou pas du tout, est-ce qu'on évacue cette idée-là? À ce stade, Oui. on ne peut pas dire qu'on évacue quelque idée qu'il soit. Si les idées les meilleures sont celles qui remontent du terrain, si on a des ressources et qu'il y a une pertinence, évidemment qu'on va s'en saisir et trouvera les moyens d'avancer sur le sujet. Oui, donc pourquoi pas un appel à proposition blanc, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce fonctionnement qui est très, très académique, c'est de dire la Fédé met 50 000 euros sur la sécurité,
envoyez-nous des projets qui ont rapport avec la sécurité. Point. Donc, sans thématiser sur une priorité précise. Il pourrait y avoir une On ne partie s'interdit pas. budgétaire, par exemple, qui soit dévolue à ce genre de projet, j'imagine. On peut Une imaginer. partie pardon, de quoi? L'enveloppe budgétaire qui soit dévolue à ce type de projet. Oui, C'est pas impossible, mais on ne l'a pas fixé. Non, l'autre non, nouveauté, c'est aussi probablement, enfin même quasi certainement, qu'une enveloppe budgétaire sera donnée à la sécurité qui ne sera pas l'enveloppe budgétaire d'aujourd'hui. Clairement, ça veut dire une évolution puisqu'une prise en compte plus en amont de la sécurité. Et c'est probablement aussi des enveloppes qui viendront, qui seront potentiellement redistribuées. Un peu de la formation, un peu d'autres endroits où il y a une nécessité de se coordonner, puisque ça veut aussi dire ça, se coordonner. bon, on arrive presque à la fin de cette interview. Est-ce que vous voulez chacun rajouter quelque chose, un message à venir pour les prochaines semaines? Il y a quelques échéances fédérales importantes. Et donc, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Voilà. Jean-Marc, Jean-Louis. Je peux commencer, Jean-Louis, je te laisse conclure peut-être. Non, alors pas vis-à-vis des échéances sélectives, mais vous avez bien compris que le EGS, ce qui vise vraiment au fond du fond, c'est un changement de culture. Et que le changement de culture, on ne le décrète pas comme ça en claquant des doigts et en faisant un beau système aussi bien huilé soit-il. Le changement de culture, on a besoin d'une implication de convaincre et que l'ensemble de la communauté s'implique, l'ensemble des acteurs s'impliquent. Donc c'est ça le vrai enjeu pour moi. Et ben, j'espère de tout cœur que le réseau des AS qui est là, qui nous écoute prioritairement, se saisira de cet outil pour être aussi plus efficace. Jean-Louis? Moi, mon envie ou mon souhait le plus fort, c'est effectivement de réussir cette mise en œuvre qui est un changement de culture. C'est de la réussir parce qu'au bout du bout, il y a quoi? Il y a zéro mort, zéro accident grave et il y a moins de souffrance. Et surtout, il y a une capacité de l'ensemble de nos pilotes à être proactifs, à vivre ensemble notre passion et à ne plus tourner la tête. Ça, c'est mon rêve pour demain. Dans chaque club, partout sur le territoire français et au-delà, avoir des pilotes qui sont heureux et zéro mort, zéro accident grave. L'avenir nous donnera raison, j'en ai le grand espoir en tout cas. Super. Juste peut-être un dernier petit mot, il vous aura pas échappé, tu l'as dit Mathias, peut-être je reprends ta perche finalement, il y a des échéances électives bientôt à la Fédé, ça vous aura pas échappé et bah, l'EGS, voilà, il est porté par beaucoup des candidats, mais peut-être pas tous de la même façon, donc voilà, on va évidemment pas donner de consigne de vote, c'est pas le lieu ici, mais lisez les professions de foi. Ouais, Jean-Louis, Je- tu veux sur rebondir? ce sujet, je serai sur la plus grande réserve étant moi-même candidat. D'accord, excellent. Bah, merci à vous deux, hein. On a passé un très bon moment en votre compagnie. Il y a peut-être une place pour Moi, je vais en profiter pour vous remercier tous, le réseau des AS. C'est un plaisir. Depuis que je travaille sur le réseau, sur le EGS, j'ai pas mal regardé sur Discord. Je suis vraiment stupéfait, admiratif de tout le travail qui est fait. On a un vrai boulot à se coordonner ensemble parce qu'on est ensemble capable de réussir. Voilà, je voulais terminer comme ça. D'ailleurs, Mais je n'ai pas précisé, mais Jean-Louis, tu es maintenant AS depuis quelques semaines, AS d'un club de Delta, hein. Donc voilà, donc c'est intéressant parce que ça rajoute des AS de Delta dont on manque un petit peu. Et puis on manque aussi d'AS de Kite, etc. Donc oui, tu as découvert le Discord de l'intérieur en étant AS toi-même. Donc n'hésite pas d'ailleurs à partager des infos et à discuter dessus, c'est super. Merci merci. à vous deux, un grand merci à vous deux. C'était vraiment super intéressant. J'espère que vous en aurez appris un peu plus sur ce bazar qu'est l'ESGS et qui a vraiment un intérêt collectif à être vécu par tout le monde, en tout cas de cette manière-là. Merci vraiment. Et puis, on va passer donc à l'animateur sécu du mois où on a le plaisir, j'espère qu'elle va se reconnecter. Oui, elle est là. D'accueillir Salut, Valérie Ollier-Duréo du Club Saint-Île. Bonjour Valérie. Donc, salut tout le monde. c'est de te soumettre à un flot de questions standards, toujours les Alors mêmes. ça passe pas super bien. Ah oui, d'accord. On t'entend bien, nous, hein. Il y a pas de Très souci. bien. Voilà. Donc, Donc,
Oui, vas-y. Je te laisse commencer, Jean-Marc. Excuse-moi. Je reprends la casquette d'animateur. Hop, première question, Valérie, mais où est donc ton club? Eh ben, le club Saint-Hilaire, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent déjà. Il se trouve dans la région de Grenoble, sur le plateau de Saint-Hilaire, qui est notre site favori, mais pas que. On ne vole pas que à Saint-Hilaire, au club Saint-Hilaire. Il y a combien de membres dans ton club? Alors, il y a à peu près 200 membres. Ça a même pas mal grossi depuis le Covid, comme pas mal de clubs du coin. En tout cas, sur Grenoble, il y a beaucoup, beaucoup de parapentistes. Quelles sont les pratiques pratiquées par les membres de ton club? Alors, traditionnellement, c'est un club de crosseux, on va dire. C'est le premier mot qui vient à l'esprit quand on parle du club Saint-Hilaire. En réalité, il y a toutes les pratiques. Il y a aussi vol rando, il y a aussi vol sur site. Il y a une activité de plus en plus importante de progression maintenant, avec un groupe qui s'appelle les Premières Plumes, qui est animé par des personnes du club. Il y a aussi pas mal d'activités de groupe, enfin de sorties de groupe, avec des vols de groupe, notamment par rapport aux navettes qui sont organisées par le club et aussi par des stages, par différentes activités autour du vol de groupe. Excellent. Et toi, tu voles depuis combien de temps et avec quelle aile? Alors, je vole depuis très longtemps, donc avec quelle aile, ça dépend, je ne vais pas remonter à à mes premières ailes. Donc, moi, je vole depuis 92. J'ai volé, plusieurs années, avant d'avoir mes enfants, donc j'ai eu une première progression. Puis, j'ai eu mes enfants, donc j'ai continué à voler, mais vraiment tranquille, tranquille, pendant quelques années. Et en fait, là, j'ai repris plus activement depuis quelques années, depuis 2016, depuis, ouais, 2017. Et maintenant, je vole avec une Skywalk XL5 qui est une aile que j'aime beaucoup pour la compétition et pour le cross. Et j'ai une petite Suzy pour le vol rando. C'est à toi, Jean-Marc. Super. Un truc que tu adores en parapente. Alors moi, j'adore quand c'est cool en l'air. Donc j'adore la liberté en fait et la magie du parapente. Et ça, je trouve que c'est vraiment le plus sympa, c'est quand les conditions permettent de se balader, quelles qu'elles soient, hein, soit en cross, soit en soaring, peu importe. Mais quand on peut se balader, on va dire l'esprit libre, parce que c'est pas trop fort, parce que il n'y a pas trop de vent et malgré tout, les conditions sont bonnes pour se balader. C'est ça que j'aime le plus. Un truc que tu détestes en parapente, résultat. Bah, c'est facile. J'aime pas le vent et j'aime pas quand ça bouge trop. J'aime pas me retrouver dans une situation où je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi de sortir de cette zone». Voilà, c'est ça que j'aime pas. Ok, le complémentaire de ce que tu aimes en parapente. C'est Qu'est-ce qui t'a logique. amené à devenir animateur sécu? Et ben, en fait, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête parce que, au départ, en fait, enfin, je suis secouriste, du travail de forme enfin, ça fait pas mal d'années que du coup, j'ai on va dire une approche, prévention qui me titille, régulièrement et j'avais un peu envie de voilà, d'aller vers cette prévention au sein du club, enfin au sein du parapente et puis, bah, l'opportunité s'est présentée en fait en novembre avec le congrès, de la FFVL qui rassemblait tous les AS et tous les moniteurs, puisque notre AS, principal du club qui est Serge de Fosseux, qui était seul AS à ce moment-là, il n'était pas dispo et du coup, bah, ça a été le déclic, je me suis dit: «Bah, moi je suis dispo, ça m'intéresse», donc j'ai fait le pas et je suis ravie d'avoir découvert le réseau. Une action donc que tu as testée et dont tu es contente? Oui, ben, principalement en fait, pardon, je t'ai coupé parce que ça coupe un petit peu de mon côté aussi. Bah, 2 actions, en fait, une petite action, déjà que j'ai fait pour la deuxième année, c'était de proposer, grâce à d'autres clubs, le fait de pouvoir, utiliser une tyrolienne pour, simuler le lancement enfin, tester, l'extraction du secours, on va dire en situation, un peu plus réaliste que dans son salon et quand même moins traumatisante qu'en cive ou au-dessus d'un lac. Et puis, ben, on a fait une soirée progression aussi avec, on l'a co-animée avec, une autre personne du club.
Et j'étais vraiment très contente de cette soirée parce que c'était une soirée vraiment axée sur comment progresser en sécurité. Et donc, on est en plein dans le thème que vous avez débattu tout à l'heure. Et l'idée, c'était vraiment pas trop de parler, on va dire, d'accidents, de ci, de ça, de l'accidentologie, parce que ça, c'est un aspect qui est important. Mais personnellement, j'ai un petit peu plus de mal avec cette communication-là. Et heureusement, il y en a d'autres qui le font pour moi. Mais par contre, ça a permis beaucoup d'échanger sur la progression. Parce que la progression, ça veut dire sortir de sa zone de confort. Et ça veut dire découvrir des nouvelles situations, mais comment le faire de manière sécurite. C'était un peu ça le thème. Super. Voilà. Est-ce que tu rencontres des difficultés dans ton rôle d'animateur sécu? Bah, pour l'instant, c'est encore assez neuf pour moi, ce rôle. Et oui, la difficulté, c'est que j'ai pas envie d'être rabat-joie. Le parapente, c'est quand même, voilà, c'est chouette et tout. Enfin, moi, je suis plutôt quelqu'un d'assez joyeux et c'est pas facile hein, de parler de sécurité sans être rabat-joie. Et c'est ça que enfin, comment dire? Arriver à faire passer des messages et à formuler des messages sans braquer les gens, sans que les gens, disent: «Oh là là, qu'est-ce qu'on nous casse les pieds avec ça?» Donc c'est ça que je trouve difficile. Mmh. Un projet d'action qui te tient à cœur peut-être? Quelque chose que tu aimerais développer dans l'avenir? Ouais, bah, en fait, j'ai pas d'idée précise, d'une action précise, c'est plus de développer, l'aspect prévention, vraiment, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Vraiment, essayer de trouver, d'autres actions et puis dans le quotidien aussi, de développer ça au sein du club et autour de moi, dans le parapente et enfin, en discutant, hein, à chaque fois qu'on peut, en fait, hein, faire partager l'expérience des pilotes du club, hem, pour les nouveaux, pour les gens qui sont en progression et puis sinon, bah, je vais faire une formation, accompagnateur club cette année donc c'est un peu aussi dans cet esprit-là de développer ma capacité d'accompagnement. Excellent. Est-ce Quelque qu'il y chose a quelque chose que tu voudrais rajouter, Valérie, pour conclure? Et ben, en fait, ce que je voudrais rajouter, c'est que je trouve que franchement, moi, j'ai été scotchée aussi, en découvrant le réseau des AS, bah, de toute la richesse des échanges, et des ressources, enfin, que vous fournissez, c'est vraiment bluffant et du coup, ben, voilà, moi, j'encourage, tous les gens qui ont envie qui s'intéressent au sujet d'aller regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup de matière. Après, les discours en ce moment, ils peuvent paraître peut-être un peu contraignants, c'est compliqué, c'est pas facile, mais les gens sont vraiment très proactifs dans tous les clubs. Il y a plein de choses bien qui se font et échanger autour de tout ça, c'est vraiment très bien et sinon la dernière chose, c'est que moi, j'ai envie de dire à tout le monde, gardez vos marges, faites vos faites vos analyses de risques et de risques perso, parce que quand on est conscient de ce qu'on fait, ben, on on prend de la marge un peu plus et puis, ben, un peu comme disait Manu Monte, hein, si on a le choix entre 2 options, prendre toujours la plus safe et ça se passe pas trop mal en général. Merci Voilà. Valérie. Merci beaucoup, vraiment infiniment pour cette dernière, parole, voilà. Dernière séquence de ce live, c'est le Merci, Valérie. Merci, ciao. ouais, dernière séquence de ce live, c'est le Rex du mois et ce mois-ci, on va jouer super local. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Marc? Ouais, c'est difficile de faire plus local, hein. Alors oui, donc c'est une déclaration d'accident toute récente, hein. Un pilote de parapente qui se repose sur un décollage, repose au déco. C'était mardi dernier. Manque de chance, son pied se bloque dans un trou au moment où il touche le sol. Le reste du corps, lui, tourne parce qu'il se pose quand même un petit peu en virage. Et crac, ça fait une fracture tibia-péroné immédiatement. Ça s'appelle une fracture en spirale. Donc c'est l'occasion de rappeler que les repos au déco sont des phases de vol très accidentogènes, donc ça on le savait, mais voilà, c'est confirmé. L'occasion aussi de rappeler que la plupart du temps, ben, les erreurs pardonnent, même les grosses erreurs en parapente, mais que parfois, une petite erreur technique, un pied mal posé, une approche peut-être pas optimale, eh ben, ça peut avoir des
conséquences lourdes et douloureuses. Et alors, attention, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout parce que pour la première fois, on va lever l'anonymat du Rex du mois. Qui est ce malheureux infortuné pilote? J'ai pas le plaisir, mais je suis bien désolé de vous dire que c'est moi. Voilà, donc je suis immobilisé pour quelques semaines, voire quelques mois, ce qui va me laisser plus de temps pour préparer des lives des AS. Voilà, c'était le coming out du soir. Mathias, à toi. Merci. Live terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver le 21 mai, date sujette à modification, évidemment. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de thèmes, d'invités, vous pouvez nous écrire à live des AS tout attaché @ffvl.fr. Salut Jean-Marc.